Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Dernier de la classe, le podcast qui t'envoie en rattrapage, le podcast de la nostalgie, mais pas vraiment. C'est vrai, pas forcément. Je suis toujours accompagné de William West, le plus beau, le plus flamboyant. Comment ça va ? Ça va et toi, Toki ? Bah ça va super, j'ai la méga forme. On va parler de dessins animés vraiment cool. Très très cool. Enfin, j'allais dire 7 fois, mais non en fait, puisqu'on parle de dessins animés cool en fait. Généralement, ouais, quand même. Ces deux dessins animés, c'est Mighty Max. Le grand Mighty Max. Il y a beaucoup de choses à dire sur Mighty Max et Highlander, le dessin animé. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur Highlander, le dessin animé. Ouais. Déjà, je pense que j'aurais aussi quelques petits trucs à dire aussi sympas. Toi, tu me disais, t'avais pas vu Highlander à l'époque, quand c'est sorti. En le revoyant, je me rappelle de certains trucs. Mais c'est vrai que ça ne m'avait pas marqué plus que ça. Mais j'ai re-regardé et je me rends compte que oui, c'est quelque chose que j'ai vu à l'époque. Notamment, certains personnages me sont revenus en tête, des passages de l'intrigue, etc. Donc, non, j'ai connu, mais j'avais complètement zappé, complètement oublié. D'accord, de toute façon, on va revenir dessus, mais il y a eu plusieurs diffusions d'Highlander. Donc, déjà, c'est vrai que d'habitude, les derniers de la classe, on parle de choses qui sont un peu obscures des années 90. Là, Highlander, on n'en parle pas tout de suite, mais Highlander, ça a été quand même multi-rediffusé jusque dans le milieu des années 2000, si je dis pas de bêtises. Donc, oui, il y a peut-être des gens qui l'ont connu sur le tard, mais nous, on parle évidemment avec la passion de la jeunesse, on va dire, donc quand on l'a connu à la base. Ouais. Mais du coup, je te lance sur le sujet immédiatement de Mighty Max. Oui, Mighty Max. Oh là là, c'était un très 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 bon dessin animé et c'était aussi du très bon marketing, j'ai envie de dire. Et tu commences fort. Toi, t'as dit c'était un très très bon dessin animé. Et toi, t'en es là. C'était un très bon dessin animé, mais je reviendrai pourquoi. Mais c'était du très bon marketing. Donc, attends, d'ailleurs, excuse-moi. C'est vrai que j'ai pas recontextualisé ce que je fais d'habitude, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ces deux dessins animés-là ? C'est très important, c'est parce que ce sont deux dessins animés plus ou moins français. Le premier, pas vraiment. Mighty Max, c'est pas vraiment un dessin animé français, mais c'est une coproduction Canal+, qui met des billes dedans. Et le deuxième dessin animé, donc Highlander, c'est une coproduction franco-canadienne. Et ce qui nous intéresse, c'est que ça me permet de revenir en fait sur l'époque donc de Dick Entertainment et des productions de Jean Chalopin. Parce que effectivement, donc ce qu'on avait évoqué dans le premier podcast, je crois, c'est que donc les productions dites de Jean Chalopin, c'est une légende dans le dessin animé. Il faut bien comprendre ça, c'est vraiment une légende dans le dessin animé. Quand il revend ses parts, donc nous on avait surtout parlé de l'époque de 93, si je ne dis pas de bêtises, quand ça devait être une filiale de Disney, mais c'est juste une date clé, c'est-à-dire que lui il vend ses parts en 87 pour des problèmes en gros en interne chez Dick. Et lui va créer donc une deuxième société qui s'appelle Creative et Développement, ou Créativité et Développement, je sais plus, mais c'est C&D en gros. Et il va continuer de faire du dessin animé d'ailleurs. Il va continuer de faire ça je crois que C&D ça doit disparaître peut-être en 98, j'ai pas envie de dire trop de bêtises dans les dates. Mais on est toujours approximatif. Mais voilà, c'est le papa, par exemple, de Ulysse 31. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand vous regardez la tête de Ulysse 31, c'est la tête de Jean Chalopin. Ah bien. Ouais, c'est juste qu'il a plus de cheveux dans Ulysse 31. Mais sinon, c'est littéralement son visage. Ouais. Et le Cara Design, c'était une photo. C'est fortement inspiré de son visage, quoi, en tout cas. Mais voilà, je vais pas répéter ce que Jean Chalopin a fait, mais c'est une vraie légende. Le mec a vraiment beaucoup œuvré pour le dessin animé, le dessin animé de cette époque, les fins des années 80, début des années 90. Et c'est surtout que, donc, quand Dick Entreprise disparaît, on va dire, d'une certaine manière, il passe du côté américain, ça laisse un grand vide, je pense, dans le paysage audiovisuel français, et ça permet, pareil, parce que faut pas oublier, donc comme je le dis, dès 87, il crée une deuxième société, il continue de faire du dessin animé. Pas très qualitatif, hein, je crois qu'il fait Carlos, tu vois, avec... Boula. Mais bon... Il y a un mot dessin animé. Toi, t'aimais bien, toi. Moi, j'aimais bien, moi. Mais
il y a quand même moins, enfin, on va dire que ça laisse quand même une certaine place au développement d'autres dessins animés français. Et je pense qu'en fait, il y a juste des gens qui se sont dit, allons-y, quoi. Allez-y, c'est vrai. Et Canal+, donc à cette époque, est extrêmement prolifique, notamment du côté du cinéma. Hein. Et en tout cas, ils sont en devenir. Hein, ils commencent vraiment à mettre des billes un peu partout et ils sont très productifs. Et ils vont effectivement mettre de l'argent dans le développement du dessin animé, donc Mighty Max, qui à la base n'est pas un dessin animé. Oui. Donc Mighty Max, c'est on l'a dit, il y a des billes de Canal+, mais c'est quand même une production US. Donc ça sort entre 93 et 94. 40 épisodes d'une vingtaine de minutes, 2 saisons. Donc c'est quand même pas mal, surtout pour l'époque. Et ça sort en fait en syndication. Donc syndication, c'est lorsque la maison de production vend à plusieurs chaînes. Donc il n'y a pas une chaîne spécifique sur laquelle c'est passé aux États-Unis. Par contre, en France, évidemment, ça sort tout d'abord sur Canal+. Bien sûr. En 94. Et puis, il y a une rediffusion sur M6 en 95. Donc, je pense que la plupart des personnes qui ont connu Mighty Max, ça devait être sur M6. À l'époque de 95. Et donc, Mighty Max, ça vient de jouets, pardon. Donc des jouets qui étaient dans le même style que les Polly Pocket. Ouais, c'était en line-up complètement, les deux en même temps, en fait. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est la même compagnie, en fait, qui crée les deux. Exact. C'est une compagnie qui s'appelle Blueboard Toys, qui crée les deux, donc en 1992. Polly Pocket pour un marché filles, et Mighty Max pour le marché des garçons. Donc petits jouets avec des petits personnages, chaque jouet représente un peu un univers, et Mighty Max est en fait ce petit adolescent qui reçoit une casquette qui lui permet de voyager dans les dimensions et vivre ses aventures. Ça c'était, est-ce que ça c'est, j'ai pas l'info, est-ce que c'était déjà dans le jouet, oui, ce lore-là? Oui. Ouais. C'était la différence qui existe, on va parler bien sûr du dessin animé, mais pour le jouet, c'est son père. Il reçoit la casquette de son père. Donc son père, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Hein. Mm-hmm. Tous les pères d'habitude dans les dessins animés, il a disparu. Et il reçoit la casquette, et du coup, dès qu'il la met sur le côté, c'est la spécificité, oui, elle s'active. C'est pas clair dans le premier épisode, ça d'ailleurs. Hein. Mais bref. Mais non, mais dans le jouet. Pour le jouet, c'est ça la lore. Ouais. C'est dès qu'il la mettait sur le côté, elle s'activait. Donc, tu vois, s'il la met droite, ça passe pas. S'il la met en arrière, ça passe pas. C'est sur le côté. Un style particulier. Donc, il y a eu ensuite, suite au succès du jouet, cette série animée Mighty Max. Dès l'année suivante, je crois. Oui, c'est ça. Puisque 92, les jouets sortent. 93, le dessin animé sort. Et ce qui est marrant, c'est que du fait du succès du dessin animé, le jouet change aussi. Oui, c'est vrai. Donc le logo change, le design de Mighty Max change un peu, et bien sûr, on rajoute les personnages qui existent dans l'animé qui n'existaient pas dans le jouet, tels que tous les, enfin pas tous, mais certains des ennemis qu'il rencontre dans l'animé et son équipe, on va dire, qu'il a dans l'animé. Composé de Virgile et... Virgile, c'était le poulet... Ah, je sais pas si c'était un poulet. Je sais pas non plus. Si, c'est un poulet, quoi. Je sais pas, il est un peu spécial, mais oui, c'est un oiseau. C'est peut-être un poulet puisqu'il vole pas. Alors... Et l'autre, c'était Norman. C'est ça, Norman, la montagne de muscles. Parce que forcément, là, vous avez pas l'image, vous avez que le son. Donc, les jouets, et Polly Pocket et Mighty Max, c'est comme des espèces, je sais pas moi, comment le formuler, mais on va dire comme un boîtier à maquillage, ça s'ouvrait, et à l'intérieur, il y avait donc, pour Polly Pocket, c'était une maison de poupée, hein, complètement, avec, mais en tout petit, quelque chose qui tenait dans la main, même s'il y avait différentes tailles, puisqu'il y a eu différents partenariats, si on ne dit pas de bêtises. Et Mighty Max, donc c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir une maison de poupée, on avait des univers qui étaient un peu fous, des grottes, en fait, tout ce qui faisait penser à quelque chose d'un peu gore trash, mais niveau enfant, c'est-à-dire une espèce de vision des enfers un peu
aseptisés, mais avec voilà des monstres, quand même des vrais monstres malgré tout. Avec les monstres un peu populaires, type Frankenstein, C'est ça, ouais. vampire, loup-garou, etc. Et puis des monstres qui sont un peu plus l'imaginaire. Typiquement, il y avait des scorpions, des espèces de monstres robots un peu. Donc ça allait de tout à tout, mais c'était toujours dans l'horrifique, mais c'était un horrifique sympathique, on va dire. C'est ça, un horrifique qui convient aux enfants. T'avais différentes tailles parce que, pareil, j'arrive plus à retrouver l'info, mais je crois qu'il y a eu un partenariat à un moment avec McDo, et ils te faisaient des petites versions. C'est ça. Donc déjà, c'était pas des gros jouets, mais après, il y a eu les petites versions, et il y avait les grosses versions. Et notamment, ça, c'était un peu drôle, parce que, encore une fois, Transformers, c'est de la merde. Ils avaient fait donc un Mighty Max où quand t'avais tous les univers, tu pouvais faire un gros méca. Enfin, un gros monstre dégueulasse. D'accord, j'avais pas connu ça. Moi, je l'ai vu, le jouet. J'avoue, c'est un peu cool quand même. Ah ouais. Tu sais, de pouvoir monter ton truc et t'as un énorme monstre à l'arrivée et un énorme monstre donc où chaque partie, tu vois, le bras s'ouvrait comme donc le jouet Mighty Max et t'avais donc un univers dans le bras, un autre dans le thorax, etc. Et ça te permettait d'avoir un gros univers un peu loufoque. Ça, c'était plutôt marrant quand même. Ouais, de toute façon, le gros principe, pour moi, Polly Pocket, à l'époque, c'était vraiment pas une réponse, mais un concurrent de Barbie, dans le sens où c'était... à la maison, on va jouer avec Barbie, mais on peut partir et jouer avec nos Polly Pocket à l'extérieur. Et c'était vraiment ça la force de ce jouet, j'ai envie de dire, c'est que on pouvait l'emmener avec soi. C'était le jouet portatif, donc t'allais chez tes cousins et tu emmenais ton Mighty Max et vous jouiez ensemble là-bas. Tu partais en sortie avec les parents, tu avais ton petit jouet dans Mighty Max. Tu pouvais te le faire confisquer à l'école aussi parce que tu l'amenais à l'école. J'ai perdu beaucoup. Non, je suis un menteur, j'avais un seul Mighty Max. Il a dû rester les 3 derniers mois dans le tiroir de mon instit. J'étais un peu vénère. L'expérience, c'est ça, mais du coup, le dessin animé Mighty Max. Alors, quand je l'ai revu, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Parce que, peut-être que tu vas rebondir dessus plus tard si tu le souhaites, mais on avait déjà évoqué ça, c'est toi qui l'avais évoqué, tu sais, le look du dessin animé, c'est-à-dire, il y avait vraiment un truc de cette époque où tu vas avoir des ombres noires extrêmement tranchées, extrêmement définies, et ça participait en fait à une espèce de DA globale, mais je pense que c'était l'époque en fait, c'est complètement le début des années 90, enfin début-milieu des années 90, et pareil, donc on va reparler des studios d'animation qui ont bossé sur Mighty Max. Mais donc, c'était la DA de Mighty Max, mais un des trucs qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a une réal. Et j'étais pas prêt. Je revois le premier épisode et je me dis, putain, mais c'est marrant. Il y a une vraie réalisation, on raconte vraiment une histoire avec l'image. C'est pas juste des plans fixes, c'est pas juste un problème économique de comment est-ce que on va faire en sorte donc d'animer le moins possible pour que ça coûte le moins d'argent, mais quand même raconter l'histoire. Alors je dis pas qu'ils le font pas dans la série, mais c'est juste que il y a un effort de réalisation. Il y a un moment dans le premier épisode où j'ai coupé le son et je voulais savoir si je pouvais comprendre l'histoire sans avoir le dialogue, et oui, ça fonctionne. Et il est super bien réalisé, je trouve. Pour un dessin animé du début des années 90, je le trouve vraiment au-dessus, quoi. Je trouve qu'il a un peu vieilli, mais ça reste quand même un dessin animé qui est super cool. Au niveau du design. On va dire, on retrouve pas les scènes un peu mis de côté parce que c'est pas une scène trop importante, donc on la dessine pas trop bien, etc. De manière globale, on reste sur du dessin assez, à la même hauteur au même niveau de qualité. C'est pas extraordinaire, mais on peut le regarder et c'est sympa à regarder. En ayant revu je les ai tous regardés. T'as regardé les 2 saisons? Ah, moi j'ai regardé les 2 saisons jusqu'à la fin. Moi j'étais content de le revoir. Après, c'est juste que, moi j'ai qu'une seule critique à faire parce que réellement j'étais content de le revoir et je me souvenais pas. Il y avait plein de trucs, je m'en rappelais pas, quoi. Je me rappelais pas du sérieux, par exemple, du ton du dessin animé, parce que donc. Par rapport à ce que t'as dit, je vais juste te paraphraser, mais si vous avez pas compris, le côté, il a une casquette, non, c'est vraiment typiquement un jeune
cool. C'est important. C'est le mot cool est ultra important. C'est le jeune cool du quartier. Donc comme il est cool, bah il fait des trucs un peu cool. Il est un peu marrant. Et moi, dans mes souvenirs, ça allait être une grande farce. Et au final, non, pas du tout. Non. Ce qui est marrant, c'est dans ce dessin animé, c'est que ils ne sont jamais choqués. C'est vraiment genre, on prend les choses comme elles arrivent. Donc Mighty Max rencontre un poulet. Ah, mais avant ça, dans le premier épisode. Oui, d'accord. Non, mais avant qu'il rencontre le. Ah non, oui, il y a le monstre de lave. Et c'est genre, ouais. c'est genre, oh, qu'est-ce que c'est de me faire? Et puis genre, il s'en va, quoi, en mode, tu vas jamais me rattraper. Il fait des petites blagues à la Peter Parker. Il fait enfin, des trucs genre des roues arrière en vélo. C'est ça. Parce en fait, il se fait pourchasser donc par un golem de lave. Il est en vélo, mais ça va. Ouais, ça va, ah, tu me rattraperas pas. Et puis ça fait des blagues en même temps. Mais moi j'aime beaucoup. Alors aussi c'est Christophe Lemoine qui le double. Mighty Max. Et ça je me rappelais, tu vois. Et je me rappelais très bien parce que quand South Park est arrivé, donc Christophe Lemoine qui est un célèbre comédien de doublage, mais genre très très célèbre puisque maintenant vous achetez pas un jeu vidéo sans avoir Christophe Lemoine qui double un personnage, voire plusieurs d'ailleurs dans le jeu. Donc c'est la voix légendaire de Eric Cartman notamment. Et c'est vrai que quand j'ai entendu South Park la première fois, je me suis dit, putain, c'est Mighty Max, le gars. Donc, avec, en plus, la voix de Christophe Lemoine, faut se remettre dans le contexte. Vous entendez Christophe Lemoine, qui est super jeune, hein. Je crois je sais plus quel âge il a, mais il est vraiment très jeune. Il a pas 20 ans. Il est plus proche des 14 ans que des 20 ans, quoi, quand il double Mighty Max. Et il faut quand même l'entendre se faire courser par un golem de lave et faire, c'était étrange quand même. Et voilà, mais c'est ça, c'est que la réaction, c'est toujours un truc du genre, wow, c'était bizarre. Mais viens, on continue. Non, c'est vrai que c'est très marrant. C'est genre, donc, sa rencontre avec, comment il s'appelle, Virgile, c'est, mais t'es un oiseau? Ouais, mais bon, on n'a pas le temps. Oui. Et c'est genre, il fait, bon, ok, on y va. Et c'est ça à chaque fois, en fait, la mère rencontre l'oiseau, pareil, c'est nos réactions. c'est toujours ça. Ouais, c'est ça. C'est genre, allez hop, on y va, on a des choses à faire. Il vit dans un quartier typique. Enfin, tu sais, quand je disais dans un autre épisode que c'est fait par des mecs qui ont certainement grandi avec justement des films en blind, tu vois, des productions de Steven Spielberg dans les années 80. En fait, ça me fait penser à ça. Ça me fait vraiment penser à c'est le quartier résidentiel, c'est le truc un peu cool. Il y a un peu de Gremlins là-dedans, tu vois. Billy dans Gremlins, c'est le mec cool qui vit dans un quartier cool, à qui il arrive des trucs pas cool, tu vois. Mais ça ressemble vraiment à ça, et t'as vraiment cette vibe. Mais ça a quand même une vraie identité, je trouve, Mighty Max. Et c'était pas gagné. Parce que je sais pas si ça t'a fait ça. Mais donc, je suis très content de revoir Mighty Max. Il y a pas de problème, je m'enchaîne les épisodes, c'est super fluide. Mais le premier, c'était très complexe parce que je regarde le truc et je fais, oui, mais là, j'ai grandi. Je sais que c'est un jouet à la base. Et j'avais l'impression de ne voir que ça. Le dessin animé veut rien dire. Ils ont réussi à faire, et je vais parler donc des créatifs tout à l'heure, mais ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent avec que des trucs incohérents de commerciaux, en gros. Moi, j'avais l'impression de voir justement un groupe de commerciaux jeter des trucs sur une table et dire aux créatifs, débrouillez-vous. Là, il y a un poulet. Là, il y a un mec ultra stylé avec une épée dans le dos. Il y a un jeune. Ça se voit que c'est un jouet. Le mec, il a une casquette avec un M. Il a un t-shirt avec un M sur lui. C'est une tortue ninja. Tu vois, c'est genre comment est-ce qu'on peut différencier les tortues ninja? Je sais pas. Mettez leurs lettres, leur initiale sur leur ceinture et changez la couleur. Eh ben, c'est ça en fait, Mighty Max. C'est que il a son initiale sur son t-shirt. Le dessin animé veut rien dire. Et pourtant, je me posais pas ce genre de questions. Alors, en fait, je me suis posé la question juste parce qu'il y a un moment, il y a un plan. Et comme j'ai dit, il y a une vraie réale. Il y a un plan où tu les vois tous les trois en pied. Et ce plan-là, comme à l'époque, il n'y avait pas de 16/9, tu vois, c'était des tubes cathodiques, donc on est en 1/33, on est en 4/3 en gros, en termes de format. Quand vous voyez des personnages en pied dans un écran qui a été calibré donc de cette manière-là, vous voyez, ils prennent vraiment tout l'écran, quoi. Et le fait de voir ces trois gars-là à l'écran en pied, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut rien dire. Mais en fait, quand on regarde quand même, dans le dessin animé, ils ont essayé de rajouter de la cohérence. Parce que le fait qu'il y ait Norman, c'est le point un peu où on se dit, c'est plus logique qu'il y ait un mec balèze dans l'équipe, qui n'y avait pas dans le jouet, tu vois, puisque
Dans le jouet, c'est genre, c'est un enfant de 15 ans qui va combattre des monstres. Encore une fois, hein, comme dans tout ce que j'ai dit dans les podcasts précédents, comment des enfants font tout ça à leur âge? Là, en fait, ils te rajoutent, bon, le Virgile qui est un peu le cerveau. Pas le cerveau, mais plutôt le guide, on va dire. C'est Maître Yoda. Ouais. C'est complètement Maître Yoda. C'est tout. Et Norman qui est les bras, en fait. Ouais. Il est utilisé d'une manière ou d'une autre, mais quand même, ça apporte un peu plus de logique, qui est une équipe plutôt que un seul gamin avec sa casquette et rien d'autre, parce que dans le jouet, il n'a rien d'autre. Et donc, tu vois, on sent quand même qu'ils se sont dit, bon, on peut pas adapter simplement le jouet comme il est, parce que déjà, je pense qu'il n'y avait pas matière uniquement pour faire ça. Et ils sont quand même dit, bah, on va rajouter des éléments supplémentaires pour qu'il y ait un peu plus de cohérence. Et peut-être aussi, hein, comme j'ai dit, c'est un produit marketing pour pouvoir vendre plus de jouets aussi, peut-être. Mais ça a rajouté de la cohérence. Moi, l'effet que ça m'a fait quand j'ai regardé le premier épisode, eh ben, en fait, c'est le rythme. J'ai vraiment été impressionné par le rythme. Tu ne t'ennuies pas dans l'épisode. Ça va à fond. Et chaque épisode va à fond. C'est rare que tu aies des passages... T'en as, forcément, il y a des passages plats, mais ça dure quelques secondes. C'est vraiment le temps de passer d'une action à une autre. C'est un enchaînement d'actions. Et c'est pour ça que c'est aussi facile à regarder, en fait. C'est que t'as pas le temps de te poser plus de questions, puisque ça passe à une vitesse grand V. Alors, oui, mais on sent qu'il galère quand même, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé vraiment de l'histoire de Mighty Max. Donc, c'est effectivement un jeune qui se voit offrir donc une casquette qui lui permet en fait de voyager. Alors, moi, dans mes souvenirs, c'était les dimensions. C'est effectivement les dimensions, mais au début, c'est juste en fait, il change de lieu sur la planète, en gros. On voit qu'il galère. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. On voit que au tout départ, il galère avec ce truc-là parce que ça ressemble pas à un vrai dessin animé. Ça ressemble vraiment à, comme j'ai dit, à des commerciaux en fait qui ont fait bon ben nous on doit vendre ça. On a mis un peu de tout par rapport à notre sondage. Bah donc voilà ce que vous devez faire en animé quoi. Mais en fait, ça veut rien dire. Yeah. Et c'est vrai que par exemple, il y a un truc qui est très bête, c'est que dans le premier épisode, c'est pas qu'il se finit comme ça, mais tu vas avoir ce passage où, pour aucune raison, il passe des portails. Et donc, il se retrouve en Égypte. Il se retrouve, je sais pas moi, au sommet de l'Himalaya ou des trucs comme ça. Et juste, il voyage pour que tu comprennes que il voyage. Enfin, que c'est ça le principe, en fait, du dessin animé. Mais en fait, ça va nulle part. Pour moi, ça ressemble vraiment à un truc de cahier des charges. Il faut que tout le monde ait bien compris. Limite, il faut appuyer le fait qu'il voyage. Et d'ailleurs, je pense que ça correspond aussi à la toute fin, tu sais. T'avais un épisode, enfin, c'est pas un épisode, mais t'as un petit truc supplémentaire, comme il y avait dans Masque d'ailleurs, hein, comme il y avait dans plein de dessins animés, mais plutôt de fin des années 80, c'est-à-dire des messages d'intérêt général, je crois. Le petit côté éducatif, là, qu'il y avait... Ouais, c'est ça, qui était toujours aussi fou à chaque fois. Mais là, c'était pas un message d'intérêt général, c'était en gros Mighty Max qui te donne un cours d'histoire ou de géographie. Et donc, parce qu'il voyage. Donc, je pense vraiment que c'est un truc de cahier des charges, mais au final, dans la narration, ça va nulle part. C'est juste stupide. Et je comprends quand tu dis que ça va à 100 à l'heure, mais malgré tout, moi, je sentais quand même des trucs appuyés de... le concept du jouet, c'est ça. L'histoire, en gros, du concept, c'est ça. Bah, faut quand même que ça rentre dans la narration du dessin animé. Quitte à le faire rentrer n'importe comment. D'accord, ouais. Mais j'ai pas ressenti ça, mais c'est vrai que ça m'a fait... J'ai trouvé marrant le petit côté éducatif que... Je sais pas si maintenant, dans les dessins animés, je pense pas qu'on les retrouve comme ça. Enfin, sous cette forme-là, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait souvent des dessins animés avec soit au début... soit à la fin, un petit message d'éducation. Là, pour le coup, lui, c'est de la géographie. Bah, aujourd'hui, on a visité tel pays. Voilà une spécificité du pays, etc. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vrai que quand on suit l'histoire, ce petit passage-là, le premier épisode, ça m'a surpris. Ouais, c'était... C'est quoi ça? En plus, il est sur un bureau... c'est fastidieux. Ok. Après, j'ai apprécié, mais c'est vrai que le premier épisode, quand je vois ça, mais c'était très courant. Alors moi, c'est pas. Mais on est dans les derniers de la classe. On peut parler de dessins animés, même si là, c'est pas de ça dont on parle. Mais
dans Mask, par exemple, donc je rappelle, Mask, c'était des gens qui ont une technologie de fou malade, très inspirée donc de Transformers, sauf que leur machine ne se transformait pas. Enfin, si d'ailleurs, elle se transformait, mais dans un autre véhicule. Tu sais, t'avais un avion qui se transforme en hélicoptère. Je me disais à quoi ça sert. C'était très étrange, mais c'est une organisation. Donc Mask, c'est une organisation un peu, enfin, qui est même pas affiliée, je crois, au gouvernement, et qui combat spécifiquement des gens qui ont exactement la même technologie qu'eux, qui s'appelle donc Venom. Et la construction d'un épisode donc de Mask, c'était Venom qui a donc cette technologie de taré, essaye de commettre un crime, essaye de voler un truc ou essaye de kidnapper quelqu'un. Mask est appelé en renfort pour aller le vaincre, et le patron de l'organisation Mask a un fils qui a un robot. Donc pareil, on sent le truc du marketing. Et il se mettait toujours dans des situations compliquées. Il refusait d'écouter son père, qu'il voulait juste qu'il reste chez lui. Et à l'aide de son robot, il allait sur les lieux de l'intervention, se mettait en danger, parce qu'en fait, il n'y avait pas match. Ça qui était très fort dans Mask, c'est qu'ils étaient largement au-dessus que Venom. Il n'y avait vraiment pas de possibilité à Venom de gagner. Ils étaient vraiment beaucoup plus puissants qu'eux. Mais c'est simplement que l'enfant se mettait en danger, ce qui leur mettait une difficulté qui faisait que l'épisode se finissait pas en 3 minutes, quoi. Et à la fin des épisodes de Mask, t'avais effectivement le message d'intérêt général, et il y avait un épisode qui me restera gravé en mémoire, c'est que, donc suite à un énième épisode où le gamin se met en danger et risque de mourir, hein, on en est d'accord, il risque de mourir, le message d'intérêt général de fin, c'était qu'il croise un chien dans la rue, il veut le caresser, et t'as, tu sais, celui qui conduisait le camion légendaire de Mask, Ouais. qui l'arrête en disant: tu le connais ce chien? Il faut jamais caresser un chien que tu connais pas. Tu sais, il pourrait te mordre. Et je me dis, mais ça n'a aucun sens, parce que tu peux pas lui dire ça au gamin. Il vous casse les couilles à tous les Il va sur épisodes. des champs de bataille. Oui, il va se faire mordre. Et c'est vrai, c'est bien. Moi, je trouve ça cool de dire à des gens, ouais, mais allez pas caresser, surtout un chien balèze, tu vois. Mais ça n'a pas de sens. Et donc, on va dire que quand j'ai vu ça, Ouais. c'était forcément de fait moins choquant que Mighty Max qui te dit aujourd'hui on a visité l'Égypte et donc voilà, les pyramides ont été créées en telle année, tu vois. Mais c'est un peu drôle quand même. C'est réalisé par... Alors, ça c'est marrant comme info. Alors pas les créateurs. Hein. Enfin, d'ailleurs si, un des auteurs de Mighty Max, Robert Hudnut, n'aura créé que Mighty Max, et c'est marrant parce que dans leur... Robert Hudnut, il a créé autre chose? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que moi, en tant qu'auteur, hein, j'ai que ça. Non, en tant qu'auteur, il a fait Les Sages de l'espace. En tant qu'auteur, sérieux? Et après, en tant que réal, du Mattel à gogo. Ah, j'ai pas cette info, tant mieux que toi, tu l'aies trouvé. Mais par contre, les réalisateurs de la série. Non, oui, mais par contre, c'est son premier dessin animé. Ah oui, ça c'était sûr. Ça effectivement c'était sûr. Et après c'est drôle parce que ouais les deux réals clés de Mighty Max, ben là après sauf si tu me dis que c'est pas le cas, mais là c'est leur seule réalisation aux deux réals de Mighty Max. Ils ont vraiment réalisé que Mighty Max, et ils me font rire parce que donc c'est un duo de réalisateurs, ils s'appellent Kyle James et James West. Ouais, ils me font un peu rire. Et tu vois, c'est la famille. Et c'est surtout qu'en fait, tu peux lier leur place, quoi. C'est James West, c'est Kyle James West, quoi. Et comme je disais, je trouve que la réal, elle est inspirée. Et je me demande, parce que justement, j'en parlais dans un précédent épisode, je me disais, ouais, mais c'est dommage parce que c'est des gens qui viennent, qui repartent, qui font un épisode par-ci, qui réalisent tel truc, mais après, ils se concentrent sur du storyboard. Et eux, visiblement, ils sont vraiment concentrés. Donc c'est vraiment une équipe un peu fraîche qui fait Mighty Max. Et j'ai l'impression que parce qu'ils étaient un peu frais, peut-être qu'il y a un truc on n'était pas encore dans la matrice de produire en masse des dessins animés un peu pour tout le monde. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai investissement de ce côté-là, en termes de créatif dans Mighty Max. Et c'est vrai que il y a un côté où ils ont l'air vraiment un peu focus en fait sur ce qu'ils sont en train de faire. Bien évidemment qu'ils sont aidés par des studios d'animation de fou, hein, comme d'hab. Mais il y avait aussi un autre dans les scénarios, c'est Mark Zaslov. Oui, putain, oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Donc beaucoup plus âgé que Hudnut. Qui a fait les Jetsons aussi, d'ailleurs. Oui, parce qu'il a commencé vraiment tôt. Mais qui a fait aussi, qui a travaillé pour Disney et Warner Bros. Donc on dirait qu'il a travaillé un peu
pour toutes les grandes boîtes. Et c'est lui qui a fait aussi le monde fou de Tex Avery. En tant que quoi? En tant que scénariste. Ah, en tant que scénariste, ok. Ouais. Donc celui qu'on avait sur M6 là dans les années 2000, machin. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est fils de Alan Zaslov, qui est un animateur de Disney. Donc qui a travaillé sur des séries. Oui, mais ça me choque pas ça, parce que Zaslav, enfin le Marc Zaslov qui a bossé sur Mighty Max. Donc j'ai parlé des Jetsons, mais je crois qu'il doit faire genre Super Baloo. Il fait d'autres trucs, je crois je me demande s'il fait pas Picsou, Super Baloo, mais pas en tant que créatif. Enfin, je crois qu'il est, créatif entre guillemets. Je crois qu'il est producteur sur Super Baloo. C'est possible, ouais, c'est possible. Mais ouais, son père travaillait pour Disney en tant qu'animateur. Il a de souvenirs, il a travaillé sur Hanada, des trucs comme ça, tu vois. Mais vraiment, il a vraiment travaillé sur des gros projets pour Disney. Et son fils ensuite devient aussi scénariste et producteur et travaille pour Disney, pour Warner Bros, etc. Moi, je trouve que ces gens-là, enfin, j'allais dire mis à part. Forcément, James West et Cal James, visiblement, ils ont pas fait d'autres choses, ou en tout cas pas d'autres choses aussi connues que Mighty Max. Mais j'aime beaucoup en fait cette équipe de créatifs. Je trouve qu'ils se sont bien trouvés. Alors ça a duré que 2 saisons, hein, mais c'est l'époque. Comme j'ai dit, je pense qu'en fait il y a des productions qui sont faites un peu à la volée ou un peu rapidement, et c'est rarement des choses qui durent très très longtemps, à moins d'un gros succès genre X-Men, tu vois. Mais sur ces 2 saisons, je trouve que ils sont plutôt inspirés, et c'était très plaisant à revoir. Ouais. Et du coup, je sais pas si tu voulais parler du studio. D'ailleurs, il y en a plusieurs, parce qu'il y a Coco. Alors, attends, je les ai notés, hein. Il y a Coco, donc Coco, mais de toute façon, c'est drôle, parce que de toute façon, on revient toujours au même studio et on revient toujours au même dessin animé. Mais, donc, Coco, les Animaniacs, Batman, Batman la relève, d'ailleurs. Ça, c'est cool. Iron Man et les Gargoyles, il va falloir qu'on parle des Gargoyles un jour ou l'autre. Spider-Man, Rusty le robot, j'aimais beaucoup. Donc voilà, c'est Coco, on en a déjà parlé, et ils ont officié très longtemps, puisqu'ils sont aussi derrière Totally Spies, que j'ai beaucoup regardé, que j'aime beaucoup. Et Dong Yang Animation aussi. Donc Dong Yang Animation, c'est surtout les Batman, enfin tous les Batman qui ont été faits, c'est Dong Yang. Pareil, donc il y a Gargoyles, il y a Freakazoid. De ce côté-là, ça c'est cool. Pareil, Rusty, en fait, c'est 2 boîtes d'animation qui visiblement se chargeaient de pas mal d'épisodes, des mêmes séries quasiment. Pareil, je trouve que ça joue aussi sur l'identité visuelle du truc, parce que ça se tient, tu vois, c'est pas comme s'il y avait eu 15 studios d'animation différents, et vraiment tu vas avoir des grosses différences entre les épisodes. Là, c'est quand même quelque chose qui est relativement tenu sur les 2 studios. Ouais, mais je remarquais aussi, il y avait un autre qui est Film Roman. Ouais. Et eux, quand j'ai vu, c'est surtout quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais c'est eux les principaux, je crois. Ouais. Parce ils ont fait les Simpsons de 92 à 2016. Ils ont fait le dessin animé de The Mask. Si tu t'en rappelles, il était vraiment pas mal. Oui, bien sûr. Et c'est eux qui ont fait X-Men Evolution. Ah, j'aimais beaucoup. Ça, je savais pas qu'ils avaient fait X-Men. J'aimais beaucoup X-Men Evolution. Donc, je me suis dit, ah, quand même. Et puis, il est né en 1984. Ah, quelle année 1984? Quelle année Qu'est-ce qui s'est passé en 1984, Kouz? Que des champions. Que des champions. Que des champions. Terminator. Gremlins. Dragon Ball, oui. Dragon Ball, le manga. Oui. C'est quoi? C'est 85 ou 86 le dessin animé? C'est 86, je crois. Le premier épisode du dessin animé, je crois que c'est 86. Ah d'accord, ok. Non, 84. Non, 84, c'est un bon cru. Ben, on va passer à un autre grand cru, du coup. Oui, allons-y. On va passer à Highlander. Alors, qu'est-ce donc Highlander, le dessin animé? Oui, mais je peux pas parler du dessin animé sans quand même parler de Highlander, la saga. Parce qu'il faut se rendre compte que le dessin animé fait partie de tout un univers. Alors, attends, je me charge du premier épisode, du premier film? Ah bah oui, vas-y. Parce que tu me donnes ma transition, tu parles de l'année 84, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1986? C'est un grand cru, que des champions aussi. Il y a des champions. Puisque bon, il y a eu moi, d'abord, après Tchernobyl.
Arrête de te moquer, ça se fait pas. C'est méchant. Ensuite, il y a eu Aliens de James Cameron. Effectivement. Et Highlander. Et ça, c'est cool. Oui. Highlander avec l'ami Christophe Lambert. Donc, c'est un film de Russell Mulcahy. Russell Mulcahy, c'est un mec qui est un peu marrant parce qu'il a fait que des trucs chelous dans sa vie, j'ai l'impression. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ouais, comme je disais, en 86, il fait Highlander. Il ranquille donc en 91 avec Highlander le retour, qui pour moi est en lien direct avec le dessin animé, hein, parce que Highlander 2, ça se passe dans le futur, et là, on est complètement là-dedans avec le dessin animé. Il a fait The Shadow, il a fait Resident Evil Extinction, Le Roi Scorpion 2. Il en a fait des films rigolos à Russell Mulcahy, moi j'aime beaucoup ça. La malédiction de la momie aussi. Il aimait bien les momies, visiblement. Et là où on se rejoint, c'est que bon, j'ai sorti une histoire qui s'appelle Ricochet, et en 91, donc la même année qu'Highlander 2, il fait un film qui s'appelle Ricochet, que je n'ai pas vu, mais que j'ai très envie de ne pas voir. Alors, est-ce que tu as trouvé la raison pour laquelle il avait fait Highlander? Non, ça, j'avoue que je ne me suis même pas intéressé. Alors, l'anecdote, c'est que il va à Londres et il va dans, je crois, London Tower of London, peu importe le nom. Et pendant ce qu'il est en train de faire un peu le tour, il se dit, oh, ça serait marrant si la personne qui me fait visiter, en fait, c'est la personne qui a vécu à l'époque et qui dit, voilà, moi, quand j'étais chevalier, voilà l'armure que je portais, et puis après... je suis devenu révolutionnaire, peu importe, tu vois. Génial. Et du coup, c'est par rapport à ça que l'idée lui est venue de créer Highlander. Donc, il a fait sa visite, et puis il s'est dit, ce serait cool si, en fait, tout ça appartenait qu'à une seule personne, et c'était sa connexion privée de toute la vie qu'il a vécue. Et il y va et il commence à écrire son histoire qui donne Highlander. Alors, qu'est-ce que c'est Highlander, déjà? Parce que c'est vrai que je le dis même pas. Highlander, donc, comme j'ai dit, film de Russell Mulcahy, qui raconte l'histoire donc de Connor MacLeod. En fait, j'ai toujours un problème avec est-ce que c'est Duncan, est-ce que c'est Connor, mais c'est bien Connor MacLeod dans le film, ouais, interprété par le flamboyant Christophe Lambert, qui nous raconte donc les mésaventures, même j'ai envie de dire, donc d'un tombé au champ de bataille, puisque visiblement il faut d'abord mourir une première fois, même si je crois que c'est jamais vraiment explicité dans la saga. Violemment. Il faut mourir violemment, ouais, pour se révéler être immortel, et donc un peu à la manière d'un Jésus-Christ, mais Christophe Lambertien, va revenir d'entre les morts et s'avère être donc immortel, et va faire la rencontre de Juan Sanchez Villalobos Ramirez, interprété par le flamboyant, l'exceptionnel Sean Connery, qui va lui apprendre donc qu'il n'est pas le seul immortel, que lui-même en est un, et qu'il va devoir affronter donc tous les immortels les uns après les autres et les décapiter, puisque c'est le seul moyen de tuer un immortel, pour récupérer sa force et son savoir, et à l'issue être le dernier immortel, ce qui lui rendrait sa liberté et sa mortalité. Parce que ce qu'il faut bien pointer, c'est que le credo des Highlanders, c'est « il n'en restera qu'un ». Il n'en restera qu'un, exactement. Ce qui fait complètement brisé dès le deuxième épisode, où on s'en fout totalement. Qui est complètement brisé par la série pour moi, personnellement. C'est quand j'ai vu la série, je me suis dit, il y a un problème. Mais on reviendra dessus. Mais du coup, ça donne quand même 6 films. Je ne sais pas tous. Dont une animation, 3 séries, dont une série animée. 2 séries animées, il y a la version japonaise. Ah, je n'ai pas connu. Ah, tu me mets un doute. Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une OAV ou est-ce que c'est... Pour moi, c'est une série. Ah non. Il y a dans l'animation, dans les films, c'est une animation japonaise. Ouais. Ouais. Hongkongienne. Oh, l'imprécision, j'adore. On adore. Allez. Et tout ça autour de cette espèce d'immortels qui gravitent à couvert de l'humanité et qui mènent leur bataille pour qu'il n'en reste qu'un. Donc 6 films, 3 séries, c'est quand même un gros univers, j'ai envie de dire. C'est un gros concept aussi. Hein. Oui. Je trouve très cool, moi, ce concept. Oui, surtout que on est sur du combat à l'épée. Donc c'est vraiment des combats chorégraphiés qu'on retrouve tout le temps. Et ultra violent, de fait. Enfin, techniquement, ultra violent. Donc on est sur... si on regarde, pour faire une comparaison, mais vraiment grossière, hein, ne m'insultez pas, c'est un peu du Star Wars, mais sans tout l'extravagance qui va autour. C'est uniquement du combat à l'épée,
de personnes qui sont immortelles et vivent aux côtés de l'humanité. Normal. Ah, j'aurais pas fait le comparatif avec Star Wars parce que c'est très politique Star Wars. Enfin, c'est vraiment la guerre. Mais c'est vrai que là où je te rejoins totalement, oui, c'est le côté, on est en 1 contre 1, on est à l'épée et tout ça recontextualisé donc à notre époque, enfin on va dire à l'époque moderne, et avec des petits flashbacks qui sont de bon ton, donc et dans le premier film du moins et dans la série, qui permet en fait de voyager, de changer un peu de décor, de changer un peu de temporalité. Et j'ai toujours trouvé le concept mortel. Le seul défaut que je trouve réellement, donc je pense qu'il y a plein de défauts à Highlander en soi, puisque tu peux avoir des mauvais films, des mauvaises réals, tu peux avoir des mauvais épisodes de série. Mais je parle juste de la construction d'Highlander, de comment c'est fait, de ce que ça raconte. Je trouvais que le seul défaut vraiment du concept, c'est que les immortels en fait sont complètement intégrés à la société. Alors que quand justement, comme ils te montrent des flashbacks, ils te montrent ce qu'ils ont vécu. Pour moi, c'est des gens, ils ont pété un plomb, tu vois. Ils sont complètement inaptes à la vie en société. Le mec a vu toutes ces femmes mourir de vieillesse. Enfin, c'est hardcore. Quand tu regardes le premier film, tu fais « Ah, putain, mec, c'est tendu quand même. » Tu peux pas nouer de lien parce que, en gros, tu sais que les gens en face de toi, ils vont mourir. Et toi, non. Mais c'est un des sujets qui est abordé dans la série. Beaucoup. Alors, oui, mais il est pas cassé quand même, Duncan MacLeod, dans la série. Non. Et pareil, tu vois... Je veux dire qu'il respecte l'autorité. Mm-hmm. Et ça aussi, c'est très bizarre, qu'il respecte l'autorité. Justement, la vie, on va dire, l'humanité ou la vie civile a un impact. Donc, du coup, dans le premier film, je crois, son premier combat, le premier immortel qui décapite, il se fait arrêter pour ça, en fait. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment, c'est pas juste, on disparaît dans une bulle, on fait nos combats et ça touche personne. Non. C'est, à tout moment, il peut se faire arrêter. Il y a des combats qui se font arrêter régulièrement parce que justement, il y a des personnes qui arrivent, qui truquent. Et donc, du coup, pour quand même garder un peu leur société secrète, ils arrêtent le combat, ils s'en vont, etc. Donc, c'est pour moi un jeu toujours... Enfin, un jeu. C'est une interaction qui est très fragile entre les deux. Et j'ai une impression aussi que, de manière générale... Même si on ne les voit jamais faire un conseil des immortels ou quoi, il y a quand même une réglementation assez stricte dans ce qu'ils font. Ouais, oui, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que, au niveau de, je parle vraiment au niveau du truc de dire, je suis immortel, en fait, je peux faire ce que je veux, même, parce qu'il y a un principe aussi de bon Highlander et mauvais Highlander dans le lore de cette saga. Et même les mauvais Highlanders, les méchants, sont pas en mode GTA, j'y vais, je peux tuer tout le monde parce que je ne meurs pas, en fait. Pour une raison qui est pas précisée, mais il y a quand même des règles assez précises sur comment les choses doivent se faire. Ouais, ils peuvent pas se battre, par exemple, dans un sanctuaire. Donc voilà, t'as une scène. Sacré. D'ailleurs, il faut que tu vois cette scène en VO si tu l'as pas regardée, hein. Mais la scène dans le premier film, donc entre Christophe Lambert et donc le Korgan, je crois. Ça se passe. Donc c'est une scène qui est dans une église et c'est juste du dialogue. Le mec ne sait pas parler anglais. Et en fait, l'anecdote, c'est que il s'est fait recruter. Le réal a découvert qu'il ne savait pas parler anglais. Christophe Lambert, mais il a appris, tu vois. Mais là, il doit jouer une scène où c'est que du dialogue. Et le pire, c'est qu'il a l'ascendant parce que en fait, il parle pas beaucoup, tu vois. Donc, t'as le méchant qui ne l'attaque pas, puisqu'il est dans un sanctuaire, donc tu as raison, il y a des vraies règles, et même si c'est le grand méchant qui fait n'importe quoi, d'ailleurs, dans le film, hein, là, il fait pas n'importe quoi, il est forcé et contraint donc, de ne pas se battre, mais il met la pression à Connor MacLeod, sauf que c'est Connor qui a l'ascendant, en fait, sur lui. Et le mec ne sait pas parler anglais, et c'est spectaculaire. À voir en VO, cette scène, elle est incroyable. Alors, c'est en tout cas, ouais. Ce que j'ai remarqué qui était marrant, c'est que ce film, le premier film est américain, mais quand on voit les différentes productions, j'ai l'impression que les autres pays se sont appropriés la saga, et du coup on retrouve, je sais plus quel film exactement, mais certains des films qui sont des coproductions franco-canadiennes, Oui. Sans même avoir les États-Unis dedans non plus. C'est vraiment franco-canadien, et dont le dessin animé qui est purement franco-canadien. Ouais, totalement. D'ailleurs, là, avant de se lancer vraiment dans le dessin animé,
Dernière anecdote, il y a Frank Dux dans le premier film. Et le pire, c'est que bon, c'est impossible de le voir, hein, parce qu'en fait, il joue le rôle d'un vieux dans une voiture. Mais ça fait quelques années que j'ai l'info, et ça fait quelques années que j'ai envie de placer l'info quelque part. Et moi, je trouve ça très drôle. Donc, Frank Dux, si vous ne savez pas qui est Frank Dux, vous savez forcément qui est Frank Dux, puisque Frank Dux, c'est le personnage interprété par Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport, qui est techniquement donc un vrai monsieur, Frank Dux, qui est censément le plus grand champion de tous les temps de karaté, puisqu'il aura apparemment vaincu à peu près toute l'humanité. Si jamais tu fais un calcul précis de son nombre de victoires au kumité, il aurait apparemment vaincu plusieurs milliards de personnes. Donc c'est quand même un grand champion. C'est des statistiques qui viennent d'où, ça? Tu les as pas? Toi, faudrait que je t'en parle après. Si tu connaissais pas l'histoire, c'est un peu marrant. Mais donc voilà, et c'est drôle, il y a Frank Dux qui fait un caméo dans Highlander, et je trouve ça génial que Frank Dux fasse un caméo dans un film où tu ne peux pas mourir. C'est génial. Alors Highlander, le dessin animé. Alors Highlander, le dessin animé, donc comme on a dit, une coproduction franco-canadienne, donc 40 épisodes d'une vingtaine de minutes, une saison, et qui est diffusé en 1994 sur M6. C'est produit par Gaumont Télévision. C'est Gaumont qui produit. Et ça, j'étais vraiment surpris de voir ça. Ah, mais c'est dans le générique. Oui, mais à l'époque, moi, je regarde pas les génériques. Qui calcule les génériques? Moi, je regardais pas les génériques. Là, il y a écrit en gros, Gaumont. Mais oui, mais il y a écrit le nom de tout le monde, en gros. Parce que le générique, c'est que des gros... C'est au cas où, si tu vois mal, tu vois bien. Donc là, j'ai vu Gaumont Télévision, j'ai fait « Ah bon ?» Et donc, ouais, effectivement, c'est Gaumont Télévision qui a produit cette série. Et bah, c'est pas le seul truc qu'elle a produit. Non, il y a eu pas mal de trucs Gaumont, effectivement. Donc là, on est sur, pour un peu raconter ce qui se passe dans ces animés, donc on est dans le futur, à peu près 7 siècles après notre ère. Et on va suivre un personnage qui s'appelle... c'est Quentin MacLeod. Quentin MacLeod, voilà. Qui a été un peu repris sur le personnage de Richie dans la série. Putain, grave, ouais, en plus. Qui, en gros, est un Highlander qui apprend à devenir un Highlander. Donc, pas Richie, hein, Quentin. Les deux. Oui, non, parce que dans la série, il devient un Highlander. Il devient un Highlander. Il devient plus tard. Oui, c'est vrai, ok. Donc, Quentin MacLeod, dernier descendant des MacLeod, il reste encore des Highlanders vivants, mais ils ont fait un pacte pour aider l'humanité et donc ne plus se battre. Ils ont jeté les épées. Sauf un. Un qui a laissé tout le monde jeter son épée et qui a fait « Bah, je suis le seul maintenant. » Vous voyez, quand ils disent sur le credo, c'est « Il n'en restera qu'un », il a fait « Bah, c'est bon, là maintenant vous êtes plus des Highlanders, vous avez jeté vos épées. » Ça commence mal. Moi, j'ai gagné. Donc, il prend le pouvoir, et évidemment, là, il part complètement en freestyle, devient un tyran mégalomane, et devient le souverain de la Terre. Ouais, il s'appelle Cortan, d'ailleurs. Enfin, Cortan, qui est certainement en référence donc, au Corgan du premier film. On est quelques années après qu'il ait pris le pouvoir, et notre personnage, donc, Quentin, meurt d'une manière brutale. C'est vrai qu'il meurt, c'est vrai. Et il apprend qu'il est un Highlander. Et donc, parce qu'il y a toujours un principe de maître-élève. Et donc, il se retrouve avec un maître qui est... Don Vicente Bolero Ramirez. Alors, c'est pas aussi classe que Juan Sanchez Villalobos Ramirez, mais visiblement, le personnage a quand même été calqué sur le visage de Sean Connery. Mais ça n'est pas Ramirez du film. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ben, je me suis posé la question, mais oui, c'est vrai que au final, c'est pas le même personnage. C'est un descendant, peut-être? Je sais pas si c'est dit dans la série si c'est un descendant. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est très drôle parce que donc il dit son nom, donc qui n'est pas Juan Sanchez Villalobos Ramirez, qui est donc Don Vicente Borrello Ramirez, et il le dit une fois, et après on l'appellera Ramirez tout le long de la série. Tout le long. Genre, on s'en fout royalement, tu t'appelles juste Ramirez, et c'est très surprenant pour moi. C'est ça. Et pourtant, quand on voit de manière générale, ils disent souvent nom prénom.
Oui. Dans la série, Oui. c'est Connor McLeod, c'est Duncan McLeod. Mais là, lui, c'est Ramirez. Ouais, mais en même temps, dans le film, je crois pas qu'ils disent le nom complet vraiment de Ramirez, parce que c'est super long quand même. Je crois je crois que c'est pareil. À mon avis, ça doit être un gag, parce que, putain, ça fait longtemps que j'ai pas revu le film, mais je crois que oui, quand Sean Connery il se présente, t'as envie de lui dire, ouais, une fois, pas deux. Parce que c'est long quand même. Il a un très long nom. Donc après, même dans le film, je crois qu'il s'appelle juste Ramirez. Il est plutôt bien fait, le bonhomme. Et j'aime bien son entrée. J'aime beaucoup son entrée, parce que quand il arrive, donc il y a eu, alors, pour reprendre ce que tu dis, donc le Cortan en question, qui a effectivement, par une pirouette scénaristique spectaculairement idiote, a pris le contrôle. Et alors on est sur un mix entre, enfin je peux même pas appeler ça un mix parce que j'ai même envie de dire que c'est plus ou moins un plagiat. C'est Ken le survivant, c'est Mad Max. Quand tu parles du futur, c'est vraiment le futur apocalyptique de base où t'as un mec qui trône, il a des esclaves, il y a des gens qui sont théorisés par lui. Et la construction alors, techniquement, son plan, c'est d'aller de ville en ville et de les raser. Mais une fois qu'il sent l'énergie donc de Quentin MacLeod surgir, et qu'il se rend bien compte que Ramirez, tout court, l'a retrouvé et lui file une épée, là, il change ses plans. Et je trouve que là, la série, on rentre vraiment dans ce qu'elle sera, c'est-à-dire, c'est plus ou moins une construction scénaristique de jeux vidéo, c'est plus ou moins des combats de boss. En gros, t'as Cortan qui envoie son armée pour essayer d'attraper l'immortel, enfin un des derniers immortels, donc qui s'appelle des Jetators. Oui, j'ai un nom que je trouve ridicule. Donc ces immortels qui ont rendu les armes et essayer de l'intercepter avant Quentin MacLeod. Donc en gros, chaque épisode, on a d'un côté l'armée de Cortan qui va voir les Jetators, de l'autre côté Ramirez et Quentin MacLeod qui essayent de le retrouver avant. Et l'idée, c'est que le Jetator en question puisse enseigner son art et donner ses pouvoirs à Quentin avant que il ne soit tué par Cortan. Si il est tué par Cortan et donc décapité, c'est lui qui récupère ses pouvoirs. Et on est sur une construction vraiment comme ça qui fait vraiment penser donc à un premier niveau, tu vas récupérer tel pouvoir et en fait, t'as une espèce d'évolution comme ça. Et qui va avoir un maître différent à chaque fois. Et ce qui est marrant, c'est que ce principe là, je ne sais pas si on le voit dans le film ou pas, mais le côté où où le Jetator là donne son pouvoir sans qu'il ait besoin d'être décapité. Non, ça c'est complètement stupide et c'est alors apparemment c'est Gaumont. Parce que oui, dans la série donc déjà c'est très étrange mais les gens meurent dans la série. Ils meurent hors champ, soit parce que ça reste un dessin animé, mais ils meurent. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que Quentin meurt au début, mais c'est surtout qu'il y a des épisodes, moi je les aime beaucoup. Par exemple, je crois que c'est le premier Jetator qu'ils vont voir, il détient une bibliothèque et il meurt. C'est-à-dire que Quentin n'a pas le temps de l'intercepter avant Cortan. Et d'ailleurs, c'est un traître. Donc il y a un petit côté aussi surprenant de ah mais donc il peut avoir ce genre de truc dans la série, ce genre de surprise. Lui, je crois que c'est un gentil, mais vraiment je me gourre totalement. Et le pire, c'est qu'il va le payer quoi. Il va vraiment mourir. Donc t'as ça, mais techniquement la série elle devait être beaucoup plus violente que ça. Oui. Et c'est Gaumont qui, voulant l'exporter au maximum et donc forcément le rentabiliser au maximum, a demandé donc des changements un peu radicaux, donc beaucoup moins de violence et surtout la création donc de ces deux personnages qui sont le running gag on va dire de la série. Donc la petite sœur de Quentin qui s'appelle Clyde. Clyde, t'as raison, Clyde. Ok. Et son animal, par contre, j'ai oublié, mais son animal, il a aucune forme parce que, enfin, je peux même pas le décrire en fait, au final, je sais même pas ce que c'est. Et donc voilà, ça apporte, on va dire, un peu de légèreté à la série. Et c'est vrai qu'il y a des passages un peu schizophrènes où tu te dis, mais là, je vois bien que vous voulez être très très sérieux. Je vois bien que vous voulez être très très sérieux, mais je vois bien en même temps que il y a une blague qui tombe totalement à plat à ce moment-là. Et c'est très étrange. Mais c'est vrai que Clyde est un peu comme celui le fils du général qu'on parlait dans Masque, où elle va toujours se mettre dans des situations où on doit aller la sauver. Ouais. Et je crois que c'est chaque épisode quoi. Chaque épisode, allez hop, je vais là où je sais pas pourquoi je devrais pas aller, mais j'y vais quand même. Il va arriver une galère et là on doit me sauver et justement c'est l'épreuve. C'est un peu l'épreuve que Quentin doit passer pour pouvoir justement demander l'enseignement au maître. Donc c'est toujours un peu la même mécanique.
Mais moi, je voulais revenir sur son animal, parce que ce qu'on dit pas, ce qu'on a dit, c'est qu'ils étaient dans le futur, mais ce qu'on dit pas, c'est qu'ils ont des animaux qu'on n'a jamais vus, en fait. On se retrouve avec des espèces de dinosaures qui leur servent des trucs sur deux pattes, ouais. Ouais, des trucs sur deux pattes qui leur permettent de se déplacer, donc c'est leurs chevaux. Et puis cet animal-là, qu'on ne sait pas non plus ce que c'est, il a des grandes oreilles, il a 4 pattes, mais il a aussi des bras. Ouais, c'est trop bizarre. Ouais, je sais pas c'est quel genre d'animal, mais en gros, les animaux ont changé dans ce futur. Ouais, c'est pour ça que je parlais de Highlander 2. Dans Highlander 2, il y a, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film, mais déjà, ça se passe dans le futur. Et t'as un truc sur l'écologie, sur le fait que la couche d'ozone va bientôt être détruite, que il faut faire des choses, sinon l'être humain est voué à disparaître. Dans ma tête, ça reprend pas mal de ces éléments-là, même si le méchant, lui, par contre, il est totalement inspiré du premier épisode. Et donc oui, on est sur du Mad Max, dans un univers où la faune et la flore, soit elle a été détruite, soit elle ressemble à pas à ce qu'elle est actuellement, quoi. Ce qui est plutôt cool. Ouais. Ça nous donne des trucs vraiment, parfois débiles, soit, mais très créatifs, je trouve, à plein d'égards. Et oui, pardon, juste pour revenir sur ce que tu disais plus tôt, c'était le fait donc qu'il n'y ait pas de décapitation. Et oui, c'est vrai que je l'ai pas expliqué, mais plutôt que de décapiter des gens, parce que oui, il y a quand même des gens qui meurent, mais ils meurent hors champ, comme je l'ai expliqué, parce que Gaumont, voilà. Mais donc la pirouette scénaristique pour pouvoir donner les pouvoirs, donc le quickening à Highlander, c'est que plutôt que de décapiter l'immortel en face de lui, il suffit qu'en fait il lui donne son épée, qu'il se serre la main en gros en même temps en ayant l'épée, et en fait il peut lui transmettre son pouvoir d'immortel et donc ne plus être immortel. Ça veut vraiment dire que il y a plus de règles en fait dans l'univers, et c'est ça qui est relou, c'est qu'il y a vraiment plus de règles dans Highlander. Oubliez Highlander en fait. C'est ça. Bah, c'est ce qui c'est l'une des choses aussi qui m'avait moi perturbé avec la série, pas cet animé mais la série, c'était vraiment le principe de il y a des nouveaux immortels. Alors que si on y pense, il ne peut en rester qu'un. Si à chaque fois il y a des nouveaux immortels, il ne pourra jamais en rester qu'un. C'est vrai. Après, dans la série, moi, j'ai pas vu tous les épisodes de la série, mais c'est vrai que quand c'est Richie qui s'appelle les jeunes, quand il devient un immortel, si je dis pas de bêtises, je crois, j'ai peur de dire une grosse bêtise. De mémoire, il tue un immortel par accident. Et je trouvais que c'était un peu intelligent, parce que ça veut dire que s'il devient immortel, c'est parce que il s'est mêlé à un combat en fait, ce combat légendaire, et maintenant il en fait partie. Et je trouvais pas ça déconnant, tu vois, c'est pas comme s'ils avaient dit ça, par exemple, ça m'aurait énervé si Richie il était blessé et Duncan MacLeod il va le voir à l'hôpital et tu sais il lui met un peu de son sang dans le corps pour le sauver. Ouais. Là j'aurais fait les mecs, c'est triste. Là il y a un côté t'as voulu te mêler à la guerre même si c'était pas prévu quoi, c'était par accident, maintenant t'en fais partie et maintenant t'es dans notre camp maintenant. Enfin, je trouvais que c'était bien amené, le fait qu'il y ait des nouveaux immortels, et ça voulait aussi dire qu'il y avait une limite. La limite, c'était de tuer un immortel. Et va tuer un immortel. C'est vrai. Alors, au niveau du dessin animé, pour revenir sur ça, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était c'était scénarisé par Serge Rosenzweig. C'est le créateur, ça, non? Attends. Oui. Scénariste, créateur. Ouais, c'est de son, c'est ça, Serge, c'est Rosenzweig, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça se prononce son nom. Je suis très nul en prononciation. C'est un mec talentueux. C'est un mec qui a fait de la BD, Rosenzweig. Oui, il a fait de la BD. Il a fait scénariste pour des dessins animés. Il a participé aussi. Je crois qu'il a participé vraiment à toute l'organisation de l'animation française. Donc, pour aider scénaristes, les animateurs, etc. Et notamment, il a travaillé sur Ulysse 31. Tu m'étonnes. Et pour ceux qui connaissent la plus jeune génération, Foot de rue. Mais bien sûr, c'est parmi un gros écart. Hein. Un projet, mais je voulais justement prendre deux trucs qui sont parce que c'est Foot de rue, c'est un peu le renouveau de l'animation française.
Et Ulysse 31 qui est... qui est toujours aussi fort, même si c'est l'ancienne génération. Mais c'est l'ancienne génération. C'est toujours aussi puissant, ouais. Oui, et c'est fait aussi par... parce que ça aussi, c'est à mettre en parallèle avec notre sujet. Donc, il y a pas mal de gens qui n'ont travaillé que sur Mighty Max. Pour Highlander, par exemple, t'as Reynald Guillot, qui, lui, est auteur de Highlander, donc certainement scénariste. T'as quand même un gars qui, visiblement, s'est vraiment consacré à Highlander, mais avec une vraie équipe, puisque t'as aussi Michel Gauthier, qui était sur Highlander, justement, en tant qu'auteur, donc en tant que, certainement, scénariste. Et le bonhomme, lui, il en a fait des trucs. Il a fait, il a été réal des Mondes Engloutis. Ça, moi, j'aime bien. Spirou. Oh! Moi, j'aime bien aussi. Il s'est chargé de l'animation des Shadok. Il a été directeur de l'animation sur Spirou aussi, d'ailleurs. Et, pareil, un peu de storyboard, notamment sur les Mondes Engloutis, donc, qu'il a réalisé et storyboardé. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il y a quand même une équipe un peu sérieuse derrière ça. Et aussi, Frédéric Dibowski. Frédéric Dibowski, lui, c'est pareil. C'est un peu de tout, et en fait, tu comprends pas ce qu'il fait. Galactic Football, Highlander. Mais attends, mais avec tes footballs, c'était stylé. Mais ça veut rien dire. Non, mais c'était stylé. Mais en plus, j'ai honte de dire, genre, ça veut rien dire au vu des dessins animés dont on parle. Enfin, non, mais les créatifs sur Highlander, moi, j'ai pas grand chose à dire dessus. Parce que, en fait, ce que j'ai pas dit, parce que c'est vrai que j'ai pas donné mon point de vue sur Highlander, je veux bien avoir le tien. Mais si je devais, par exemple, donner vraiment mon point de vue sur Mighty Max, je dirais que c'est un univers qui veut rien dire, mais fait avec une vraie réal. Et si jamais l'univers de Mighty Max voulait dire quelque chose avec la réal qu'il a, je pense que ça aurait été un grand dessin animé. Et ben Highlander, avec tous les défauts qu'on a cités, que je trouve être des défauts, je trouve qu'avec une vraie réal, ça aurait été probablement l'un des meilleurs dessins animés français possibles. Je le trouve trop cool. En fait, j'étais vraiment pris dans l'histoire et pris dans le fait de suivre les aventures de Quentin. Je trouve ça mortel. C'est vrai que ça me fait un peu rire parce que donc oui, t'as Gaumont derrière, mais t'as une société d'animation qui s'appelle Hanshin, je crois. Et enfin, si je dis pas de bêtises, ça se prononce comme ça. Et moi, ça me fait toujours marrer parce que j'aime bien le graphisme de Highlander, le dessin animé. Mais les mecs d'Hanshin, ils ont fait Biker Mice, donc on les connaît, on en a déjà parlé. Bob Moran. Ouais, je trouve ça cool, mais les Creepy Crawlers, mec. Non. Donc... Et le pire, c'est qu'ils ont fait d'autres trucs, hein. Ils ont fait des trucs pas forcément nazes, tu vois, mais ils ont fait des trucs où tu te dis, bon, quand même, je sais plus, je crois que tu voulais qu'on parle de Fantomètre. Moi, je t'avais dit, ah, c'est chaud quand même. Bah, Hanshin, ils ont fait Fantomètre. Et voilà, tu vois. Non, mais ouais, non, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Comme j'ai dit, je me rappelais de certains trucs, donc notamment le méchant, je me rappelais du méchant, je me rappelais de son bras droit, là, le mec un peu chelou. Le truc BDSM. Ouais, voilà, ouais. Très bizarre. Très, très, très bizarre. Je me rappelais de ces foot soldiers, là, ceux avec l'armure. J'ai toujours trouvé leur design cool. Ouais. Et je me rappelais du petit animal, en fait. Même si c'était bizarre, mais je me rappelais du petit animal. Donc, j'avais quand même quelques souvenirs, et en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, c'est cool, c'est sympa. Je trouve que, même s'il y a une espèce de construction qu'on repère dans le truc, il y a quand même des choses qui sont mises en avant, donc des valeurs qui sont mises en avant, notamment le courage, la persévérance, la réflexion, l'effort, etc., que je trouve sympa, en fait, qui sont mis en avant là-dedans et que je trouve sympa. Donc oui, il y a tout ce parcours initiatique pour devenir le sauveur, mais on continue à instiller des choses qui sont importantes pour une personne normale, en fait, dans ce dessin animé. Donc moi, j'ai bien aimé toute cette partie-là. L'animation est super sympa, au final. Je trouve que ça a pas mal vieilli. Ça se regarde bien. On n'est pas sur une adaptation, enfin pas une adaptation, mais une traduction d'un truc américain, parce que les dialogues sont cohérents et sont sérieux. Enfin sérieux dans la mesure du possible, quoi. On n'est pas sur sur ce que j'ai remarqué, en fait, surtout des dessins animés américains qu'on suit. Quand il y a une traduction est assez
pipi caca. Ouais. Je vais être méchant, mais elle est assez basique. Je vois ce que tu veux dire. Alors que là, Ouais. on est vraiment sur du bon texte. On est sur des bons dialogues, etc. Bon, on prend les Kangoo. C'est pareil, on est sur des dialogues un peu pipi caca. Mais je pense que c'est parce que de toute façon, on voulait un truc qui était pur gag, etc. Donc, on voulait pas un truc trop sérieux. Là, sur Highlander, on est pris au sérieux. C'est un dessin animé pour enfants, oui, mais on est quand même pris au sérieux au niveau du dialogue, je parle. Ouais, mais moi, je trouve que ça fait partie de ses vraies qualités. En fait, les défauts que je trouve à Highlander, c'est plus parce que quand je suis, enfin, c'est pas que je suis méchant parce que mais je me suis peut-être mal exprimé, mais je dis pas qu'il n'y a pas une vraie réelle. Je dis pas que par exemple le mec qui s'est chargé de la réalisation des épisodes d'Highlander est incompétent. Loin de moi de le dire. C'est pas ça le truc, c'est que on voit bien que c'est vraiment édulcoré. On voit bien que vous vous adressez à des gens qui connaissent Highlander d'une certaine manière, ou vous vous adressez à des gens qui ont des enfants vous vous adressez à des gens qui aiment bien Highlander et qui ont des enfants. Tu vois, en fait, c'est comme le 2, c'est pour ça que je parle du 2 et que je trouve que c'est une adaptation du 2, en fait, du deuxième film, c'est que le 2, il est venu briser la saga Highlander. Alors que, enfin, on peut même pas vraiment parler de saga, puisqu'il y a eu qu'un seul film avant, quoi. Mais ce film, il a posé des bases. Le deuxième film, il arrive et il dit, le film, il n'existe pas. Le premier film que vous avez vu, il n'existe pas. Et je trouve qu'il y a un petit côté comme ça avec le dessin animé qui, moi, me dérange. C'est-à-dire que là, il y a pas mal de trucs Highlander qui sont sortis. Là, on connaît vraiment la licence Highlander. Et le fait de dire, on décapite plus, ça sert à rien, par le pouvoir de l'amour, on peut transmettre les pouvoirs. Le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié, ouais. Ouais, non, mais totalement, le pouvoir de l'amitié. Enfin, il y a des... Je vois ce que tu veux dire par rapport aux valeurs transmises. Et effectivement, c'est des valeurs qui sont transmises de manière un peu radicale. Donc, pour un enfant, on va dire, l'enfant, peut-être qu'il va pas comprendre. Donc, il faut simplifier au maximum le truc. Mais malgré tout, effectivement, c'est très bien écrit. Mais voilà, c'est plus un côté, voilà, c'est dommage parce que Highlander, c'est tout un univers qui là vole un peu en éclat une deuxième fois, on va dire, avec le dessin animé. Mais malgré tout, ça c'est très important, c'est que malgré tout, je pense que ça, j'ai dû me le dire sur les 3 premiers épisodes en me disant c'est dommage, ouais. Mais j'étais quand même arrivé au 3e épisode. J'étais quand même, tu vois, à me dire, c'est quoi le 4e, etc. Et puis, t'as des moments de très tristes, t'as des moments de bravoure, t'as des moments bêtes aussi, hein, malgré tout, hein, t'as des moments bêtes où, t'as justement l'épisode où le diétateur en question, donc c'est un traître, il a une bibliothèque, il se fait tuer par Cortan qui lui récupère ses pouvoirs, et donc Quentin qui fait, on a perdu. Et là, Ramirez, il lui donne un livre. Et il fait, tu sais, la connaissance ne se trouve pas toujours dans le corps. Et en fait, tu fais, non mais attends, ça veut rien dire ta phrase. Et en fait, il lui file un livre de la bibliothèque donc du Jetator. Et il fait genre, tu vas quand même apprendre des trucs. Et tu fais, d'accord, là je vois vraiment que vous êtes en train de parler à un enfant, en train de lui dire, il faut lire des trucs. Okay. Et c'est pas grave. Mais voilà, tous les petits défauts, je pense qu'ils sont liés à ça. Ils sont liés à Gaumont. Et forcément, il faut bien comment ça s'appelle, un inconvénient, tu vois, au fait que t'aies une boîte comme Gaumont qui mette des billes. Forcément, tu peux pas avoir que des qualités, faut aussi avoir des défauts. Et donc, forcément, ils mettent de l'argent. Ils ont fait une demande qui était de rendre le dessin animé moins violent. Et au final, je trouve que justement, c'est pour ça que je dis que les créatifs sont loin d'être incompétents, c'est que je trouve qu'ils s'en sont bien sortis avec justement une contrainte qui est de baisser le niveau de violence quand on sait qu'on parle de Highlander. Un truc où quand un ennemi meurt, il est décapité, quoi. C'est pas il se prend une balle dans la tête, il est décapité. Comment est-ce que tu vas arriver à atténuer la violence de ce truc-là? Et je trouve qu'ils s'en sortent vraiment pas mal et qu'ils ont réussi à faire un univers ultra cohérent par rapport justement à cette contrainte. C'est vrai. Non mais c'est vrai, mais après, j'aimerais bien m'étendre un peu plus sur Gaumont parce que c'est vrai que j'ai un peu regardé ce qui a été fait. Et déjà, comme pour revenir sur ce que tu disais, en fait, le fait que Dick disparaisse, je pense que c'est à ce moment-là où, justement, Gaumont se dit, il y a de la place, on peut faire quelque chose. Et du coup, il y a ce gars qui s'appelle Marc du Pontavis, qui est d'une grande famille apparemment française, qui rejoint Gaumont pour étendre
leur business sur le marché de l'animation, de la télévision, enfin de la production de contenu pour la télévision. Donc ils fondent Gaumont Télévision en association avec Gaumont. Ils créent beaucoup de séries avec eux, notamment Les Zinzins de l'espace et Oggy et les cafards. Ouais, exact. Et en 1999, il ouvre sa propre maison de production, Xilam, et rachète les droits sur toutes les productions qu'il avait produites au moment de... Enfin, pas toutes, mais pas mal de ces productions, dont Les Zinzins de l'espace, Oggy et les cafards, et Dragonflies. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc-là. Qui était pareil, un produit très marketing, puisque c'était cette espèce de truc toupie, là, enfin, que tu tirais et ça volait partout. Le dessin animé, je crois que j'ai dû voir 1 ou 2 épisodes, mais je me rappelle surtout que ça avait été matraqué sur la télévision à fond. Et donc, du coup, c'est quand même un gros acteur, en fait, du marché français de l'animation. Et je pense que les séries qu'ils ont produites, c'est pour moi vraiment des séries qualitatives. Oggy et les cafards et Les Zinzins de l'espace. Je ne savais pas que c'était français, mais j'adorais. Et il a fait Rats aussi. Ouais, ça m'étonne pas. On sent la patte graphique, mais on est vraiment sur des trucs qui sont, pour moi, du même niveau que ce que Nickelodeon faisait. Un univers très décalé, quelque chose d'original, et en gros, quelque chose qu'on n'a pas encore vu. On part sur des concepts complètement nouveaux, on part pas sur des choses établies comme ce que produit Nickelodeon. Moi, je dirais, je sais pas si c'était une phrase de conclusion, mais je dirais très heureux d'avoir revu ça quand même. Ouais, franchement, comme je l'ai dit, moi les Mighty Mash, je les ai bouffés. Et Highlander, pour moi, ça va être plus une découverte, puisque j'en ai vraiment très peu de souvenirs, donc pour moi, ça va être vraiment une découverte. Donc je vais me régaler avec le reste des épisodes, parce que j'en ai regardé quelques-uns quand même, mais je vais me régaler avec le reste des épisodes. Ouais, parce que ça n'a pas toujours été le cas, de se replonger dans des dessins animés pour préparer ce podcast, mais là, j'y suis allé le cœur léger. Merci West. Merci Toki. On se dit dans un mois, comme d'hab, pour des nouvelles aventures de dessins animés obscurs et étranges, mais peut-être cool quand même. Ouais. Là, on va sortir ce qu'il y a dans les cartons et vous verrez, ça va être pas mal. On va faire en sorte quand même de garder un rythme avec des dessins animés un peu cool. Mais il va falloir qu'on mette les pieds dans le plat à un moment donné et regarder des trucs vraiment, vraiment obscurs. Mais on ne sera pas Transformers. Allez, merci à tous. Merci. Ciao.